Bienvenue dans le débat consacré à la relation franco-allemande alors qu'Emmanuel Macron termine sa visite d'État en Allemagne. Le président français veut marquer la permanence et la profondeur du lien franco-allemand au-delà des divergences entre les deux pays. Emmanuel Macron était hier à Berlin puis à Dresde avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Aujourd'hui en Conseil de défense avec Olaf Scholz. Hier avec des jeunes présentant un discours sur l'Europe. Aujourd'hui avec le chancelier allemand sur la stratégie de défense. Les deux leaders ont publié ce matin une tribune commune dans le Financial Times. Tous les deux reconnaissent que l'Europe est mortelle, expression d'Emmanuel Macron lors de son dernier discours à la Sorbonne, et qu'il faut relever le défi en repensant la stratégie économique du continent. C'est la guerre en Ukraine qui est au cœur du Conseil de défense cet après-midi. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont donné une conférence de presse au château de Meseberg, près de Berlin. Alors ce voyage d'Emmanuel Macron est-il un succès diplomatique? Comment caractériser la relation entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz? La France et l'Allemagne sont-elles toujours le moteur de l'Europe? Emmanuel Macron et Olaf Scholz peuvent-ils bâtir une stratégie commune sur les grands sujets comme l'Ukraine, la défense ou encore l'économie en Europe? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Claude-France Arnoux. Bonsoir. Vous êtes conseiller spécial du président de l'IFRI pour les affaires européennes et spécialiste des questions de défense. Bienvenue à vous dans le débat. En face de vous, Geneviève Pons. Bonsoir. Bonsoir. Directrice générale et vice-présidente de l'Institut Europe Jacques Delors. Bienvenue également. Claude Martin est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur en Allemagne, auteur de « Quand je pense à l'Allemagne, la nuit ». Merci d'être là. Et nous avons par Skype à Berlin Shahin Vallée, bonsoir, chercheur senior au DGAP, au German Council on Foreign Relations. Bonsoir Shahin Vallée, merci d'être avec nous également ce soir. Emmanuel Macron et Olaf Scholz viennent de donner une conférence de presse commune dans ce château justement de Meseberg près de Berlin. On va écouter le chancelier allemand. Avec nos deux gouvernements à Berlin et à Paris, nous voulons renforcer la sécurité et la défense en Europe, maintenant et à l'avenir, contre toute menace. C'est la conséquence logique du tournant historique dont j'ai parlé, après l'invasion russe en Ukraine. Nous en parlerons également lors du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Monsieur l'ambassadeur, puisque vous connaissez vraiment très bien l'Allemagne, est-ce que c'est un succès diplomatique pour Emmanuel Macron, ce voyage ? Je pense que ça n'était pas l'objet, et en tout cas, ça ne peut pas être le résultat. C'est une visite d'État, c'est-à-dire un moment symbolique où deux pays, au plus haut niveau, célèbrent leur amitié et l'importance de la relation qu'ils ont avec l'autre. Donc, de ce point de vue, c'est réussi. Le programme était particulièrement bien organisé. Comment les avez-vous trouvés, justement? Il y a une volonté de montrer un rapprochement, une entente. On sait tout de même que les relations n'étaient pas au beau fixe. Oui, mais ça... nous ne verrons pas quelle est la qualité exacte de leur relation. Cette visite d'État est faite pour afficher une relation normale, de bon niveau et de bonne qualité entre les dirigeants des deux pays. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire ce qui s'est passé aujourd'hui, le Conseil des ministres, qui est un petit peu ajouté à la visite d'État, où là, on parle de sujets. Notamment de défense et d'Ukraine. Et on va y revenir. Geneviève Pons, pour vous, c'est un succès diplomatique ou pas? Pour moi, je dirais simplement, c'est une nécessité d'avoir cette entente franco-allemande à un moment qui est si difficile pour le monde en général et pour l'Europe, et à un moment crucial, puisque ce sont les élections européennes, et qu'il va falloir bâtir un nouveau programme pour la nouvelle législature. Et c'est vraiment très, très important que les deux grands pays, des deux grands piliers de cette construction européenne, montrent la voie et montrent qu'ils sont capables de s'entendre malgré toutes les difficultés, y compris les difficultés qu'ils ont chacun à l'intérieur. Il n'y avait pas eu de leur visite pays. d'État depuis Jacques Chirac. Pourquoi? Ça fait 24 ans. Et pourquoi? Eh bien, écoutez, ça, je pense que les diplomates pourront vous le dire mieux que moi. Pourquoi? Oui, je peux vous en parler. En l'an 2000, quelqu'un dans l'entourage de Jacques Chirac a proposé au président de la République de faire une visite d'État en Allemagne. Et le président de la République de l'époque, donc Jacques Chirac, a dit « pas question ». Les relations entre la France et l'Allemagne sont tellement intenses, tellement familières, qu'on ne peut se passer de ce décorum d'une visite d'État. Et finalement, Jacques Chirac a accepté de faire une visite en 2000, premièrement parce que nous avions la présidence
de l'Union et qu'il fallait passer un certain nombre de messages. Ensuite, parce que le chancelier de l'époque, Gerhard Schröder, lui avait proposé de venir devant le Bundestag comme le premier invité étranger, s'exprimer et faire un grand discours sur l'Europe. Et donc Jacques Chirac avait accepté, mais il avait dit à condition que ça soit utile. Donc on va faire plein de choses pendant cette visite. Et deuxièmement, ça sera la dernière. Donc, il était Mais pourquoi est-ce qu'il voulait que ça soit la dernière pour lui ou la dernière dans l'absolu? Parce qu'il pensait qu'entre la France et l'Allemagne, on n'a plus besoin de ces visites protocolaires. Alors pourquoi, à votre avis, Emmanuel Macron a ressenti le besoin? Je n'en sais rien, ça c'est à d'autres personnes qu'il faut le demander. Je peux vous dire simplement qu'à l'époque, ce qu'on estimait, c'est que à partir de maintenant, la France et l'Allemagne étaient dans des rapports tellement intenses qu'il fallait que les dirigeants des deux pays se voient, sinon tous les jours, du moins toutes les semaines, et de façon concrète. Et on a créé le Conseil des ministres franco-allemands. Donc là, je vois qu'à l'issue de cette visite d'État, on a réuni un Conseil des ministres franco-allemands dans le château de Meseberg. C'est très, très bien. Mais c'est ça qui est important, oui. La partie concrète. Claude-François Arnoult, mais le symbole est aussi important. Il a été accueilli en grande pompe, Emmanuel Macron. On a l'impression qu'il y avait une sorte de rattrapage à faire. Moi, c'est un peu ce que j'avais envie de dire. Je crois quand même que le symbole est important. Le Conseil des ministres, ce qu'on ne saura pas, et normalement, on ne doit pas le savoir, la discussion au sein du Conseil des ministres, c'est effectivement très important. Et ça, normalement, on ne communique pas dessus. On est censé voir des résultats après, mais on ne communique pas immédiatement dessus. Par contre, la partie symbolique, alors est-ce que dans des pays aussi proches que... Dont la relation est aussi essentielle que la France et l'Allemagne, c'est inutile ou pas. Là, manifestement, ça a été jugé utile. Peut-être aussi parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de bruit sur la mésentente, sur le manque de relations personnelles. Et dans une visite d'État, moi je l'ai vécu quand j'étais ambassadeur en Belgique, deux pays extrêmement proches, vous vous adressez pas seulement à votre interlocuteur habituel, c'est-à-dire Macron-Scholz, vous vous adressez d'abord au chef de l'État. Donc là, c'était une visite où on a plus vu M. Steinmeier que le chancelier Scholz, et à la population et aux jeunes, et le discours, que Macron participe à la fête de l'Europe, enfin tout ça c'était, et à l'anniversaire de la Constitution, donc c'est du symbolique, et je crois que même avec l'Allemagne on en a besoin, et peut-être qu'on en a particulièrement besoin. Chahine Vallée, c'est du symbolique, mais c'était important. Ils ont signé, vous qui êtes économiste, ils ont signé cette tribune commune qui a été publiée par le Financial Times aujourd'hui même. Ça aussi, c'est un symbole. Il n'y a rien de très concret, mais enfin, en tout cas, il y a l'acceptation par Olaf Scholz de cette Europe éphémère, cette Europe qui risque énormément. Pas éphémère, mais en danger, en effet. Donc, non, cette tribune est importante pour marquer quelques convergences. Mais je pense que les propos de l'ambassadeur sur la doctrine Chirac en matière de franco-allemand sont très importants. Si on sent aujourd'hui la nécessité de rejouer le protocole, le décorum et de rejouer l'importance de l'amitié franco-allemande, c'est précisément parce qu'elle est fragilisée. Et donc ça fait maintenant plusieurs fois que le président de la République et les chanceliers se voient dans des cadres officiels ou informels. Je pense au dîner récemment organisé à Paris par le président de la République où le chancelier était invité, où on sent le besoin de montrer une forme de rapprochement, mais un rapprochement que dans les faits et dans les politiques publiques, on voit relativement peu. La tribune dans le Financial Times que vous évoquez est assez exemplaire en ce sens qu'il y a peu d'annonces communes, peu de projets communs et plutôt des grandes déclarations d'intention d'ordre général, mais pas tellement de choses pratiques. Et c'est peut-être ce qu'on peut regretter de cette visite d'État, c'est que pour le moment, en tout cas, elle ne semble pas se solder par des grandes avancées sur les sujets importants, que ce soit les sujets énergétiques, économiques ou en matière de défense. L'Europe est mortelle, voilà, c'était l'expression d'Emmanuel Macron et reprise par Olaf Scholz dans cette tribune. Avant de revenir sur le fond, Geneviève Pons, quel est ce couple, ce tandem Olaf Scholz, Emmanuel Macron? Comment vous le caractérisez? Il y a au moins deux choses. D'abord, il faut parler du tandem franco-allemand qui, pour des raisons économiques, historiques, je dirais aussi organisationnel, est un couple extrêmement important. Alors historique, il y a toute la symbolique de la toujours aussi important. Pour moi, toujours aussi important. Moi, j'ai vu, donc ça fait 35 ans que je suis à Bruxelles et je vois la construction européenne se faire. Sans cet accord fondamental, ça ne se fait pas.
C'est très simple, ça ne se fait pas. Donc on en a besoin, et ça c'est vrai depuis le début. Il y a ce symbolisme historique de la réconciliation, il y a le poids économique de ces deux entités, et puis il y a des structures démocratiques, administratives très différentes. Et en fait, quand ces deux-là arrivent à se mettre d'accord, ils peuvent emporter l'Europe. Et on a vraiment besoin d'eux. Après, il y a eu beaucoup de commentaires sur les personnalités. Justement, il y a eu beaucoup de dîners entre les deux personnalités et on dit que ça ne colle pas vraiment. Mais entre si Olaf vous Scholz et regardez Emmanuel aussi, Macron, il n'y a pas d'alchimie. Vous avez une espèce de flamboyance française. Hein. Moi, ça fait longtemps que je vis ailleurs qu'à Paris, donc je la vois bien. Alors certains disent aussi arrogance, mais enfin, il y a une espèce de flamboyance française. Et vous avez une réserve allemande. Et puis vous avez du côté français ce côté présidentiel qui donne cette flamboyance. Et vous avez du côté allemand la réserve qui est imposée par la nécessité d'avoir l'accord d'une coalition. Donc au-delà des individus, vous avez derrière eux des structures, et d'une certaine façon, vous retrouvez ce tempérament assez réservé, peu démonstratif, vous le retrouviez chez Angela Merkel. Une contrainte interne, en fait, interne aux deux pays. Claude Martin, pour revenir tout de même sur la personnalité, on parlait quand même, vous parliez de Chirac, Schröder, évidemment François Mitterrand, Helmut Kohl, on n'est pas du tout là, Emmanuel Macron. D'ailleurs, Emmanuel Macron, Angela Merkel, c'est encore différent de Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Absolument. Donc les personnalités, ça compte. D'abord, je crois que tout le monde ici se garde de parler de couple franco-allemand. Il y a un moteur franco-allemand qui existe depuis que le général de Gaulle et Adenauer ont montré à tout le monde que c'était entre la France et l'Allemagne que pouvait se passer cette chimie qui faisait avancer l'Europe. Alors ensuite, il y a des incarnations. Et c'est là où il peut y avoir des couples. De temps en temps, ça marche très bien. Alors, quels sont les couples qui ont marché? Alors, le couple qui a marché, Kohl. le premier, parce qu'ils avaient une vision de l'histoire, c'est évidemment De Gaulle et Adenauer. Oui, De Gaulle et Adenauer. Ensuite, il y a eu un peu un trou sous Pompidou et Brandt. Et puis, Giscard et Schmitt, ça a vraiment été des années très importantes, les années d'or de l'Europe. Kohl et Mitterrand, ça a marché. Et puis, à la fin, ça ne marchait pas très bien. Chirac et Schröder, ça a très bien marché. Et ensuite, et depuis lors, ça ne marche plus. Il n'y a plus de chimie, ni entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Nicolas Sarkozy l'a lui-même confessé dans ses livres. Et ensuite, entre Hollande et Angela Merkel, ça ne marchait pas du tout. Et avec Emmanuel Macron et un petit peu Merkel et ensuite beaucoup Scholz, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les personnalités sont extrêmement différentes. Il y a une véritable difficulté, d'un côté comme de l'autre, à comprendre et à apprécier le comportement de l'autre. Olaf Scholz, moi je l'ai connu comme ambassadeur, il était à l'époque au Bundestag, le chef de la fraction du SPD. C'est un homme extrêmement froid, réservé, prudent, qui incarne très bien une grande partie de l'âme allemande d'aujourd'hui. Et je crois qu'il est un petit peu gratuit de vouloir toujours lui reprocher sa prudence. Il est comme ça. Et ensuite, il dirige une coalition, pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne, avec 3 partis différents qui se chamaillent en permanence. Heureusement, ils ont un contrat de coalition, mais quand même, ça tiraille. Et il y a par derrière le 4e parti de la coalition, que personne ne voit devant, mais qui est l'industrie allemande. Et l'industrie allemande c'est encore une autre position. Influe énormément sur la diplomatie. Et du côté d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées, des grands discours qui sont quelquefois appréciés en Allemagne et surtout admirés, mais qui en même temps sont très déroutants pour les Allemands. Donc, ça ne colle pas. Geneviève Ponce, vous êtes d'accord? Pardon, excusez-moi. Claude France Arnoux. Oui, je suis évidemment d'accord avec ça. Mais je crois que, sauf pour Giscard d'Estaing, Schmitt, où c'était une autre époque, mais les années 70. Moi j'ai un peu vu aussi fonctionner Mitterrand-Kohl à des moments historiques aussi importants d'une certaine manière, un tournant aussi important que celui qu'on a maintenant, c'est-à-dire l'unification allemande. Et ça n'a pas toujours très bien marché. Il y a même eu des positions françaises qui ont été perçues, pas tout à fait à tort, comme négatives vis-à-vis de l'unification. Et pourtant, et les deux tempéraments n'étaient pas les mêmes. Et ils mangeaient pas les mêmes plats. C'était pas la même cuisine. Et pourtant, ça a marché. Donc, il y a eu une volonté politique qui, à mon avis, a transcendé d'abord le moment historique.
qui était très important pour la relation franco-allemande. Et deuxièmement, les tempéraments, qui ne me semblaient pas être des tempéraments naturellement faits pour, encore une fois, dîner ensemble, mais qui étaient la volonté de le faire. Et à chaque fois, en fait, à partir du traité de Maastricht et de l'unification allemande, il y avait de haut en bas de la machine l'ordre qui était il faut qu'on sorte avec une position commune franco-allemande et une position commune franco-allemande de construction européenne. Et là, vous avez eu le sentiment que c'est le cas? Non. Ou est-ce qu'on reste dans le symbole? C'est pas que la chimie des hommes. Je crois qu'on peut s'accommoder d'une chimie qui ne va pas de soi, mais il faut la ordonner qu'elle soit dépassée. Chahine Vallée, donc vous allez dans le même sens que ce que vient de dire justement Claude France-Arnoult? Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il y a un problème d'alchimie entre les individus. Et alors que le moment devrait pousser à l'action, je pense notamment au moment économique qu'on voit avec les grandes tensions entre les États-Unis et la Chine, le moment géopolitique qu'on vit avec la guerre en Ukraine, on sent que même ces crises extérieures qui normalement sont propices au rapprochement et au gros bouger franco-allemand ne suffisent pas. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on va rentrer dans une période politique en Allemagne, avec les élections à l'automne 2025, dans lequel la capacité allemande de bouger va être de plus en plus endommagée. Et ensuite, une fois que cette élection aura lieu, un moment de création d'une coalition et un nouveau chancelier qui risque aussi de paralyser les choses jusqu'à l'élection française de 2027. Donc ce que je trouve plutôt préoccupant, c'est que les choses ne bougent pas alors que toutes les conditions sont réunies pour, et qu'on risque de rentrer dans les 2 années qui viennent dans un moment de paralysie ou en tout cas de gel de la relation franco-allemande à cause des situations politiques domestiques. Alors l'Ukraine était au cœur de cette rencontre entre Scholz et Macron. En même temps, Volodymyr Zelensky aujourd'hui était en déplacement à Bruxelles. Il reçoit la promesse des Belges donc de 977 millions d'aides pour 2024, et également de 30 avions de combat F-16 avant la fin de l'année. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a jugé que Kiev devait pouvoir frapper le sol russe avec des armes occidentales. Il s'est exprimé en fait aujourd'hui, on va l'écouter. Il y a eu un débat sur le fait de dispenser une partie de la formation en Ukraine. Mais il n'y a pas de position européenne commune claire à ce sujet. D'autres pensent qu'en fin de compte, il s'agit d'envoyer des formateurs, et les formateurs sont des militaires. Et d'une manière ou d'une autre, il s'agirait d'envoyer non pas des troupes de combat, mais des agents militaires sur le territoire ukrainien, avec le risque que cela implique certainement. Vous savez, à 27, il y a des points de vue différents. Je ne peux pas dire qu'il y ait eu un consensus pour faire cela demain. Claude Martin, il y a ce débat en ce moment, on le voit avec Josep Borrell. Il y a une vraie division là entre l'Allemagne et la France sur le fait est-ce qu'on envoie des troupes ou pas, sur le fait même des instructeurs sur place, sur les armes à longue portée, puisque l'Allemagne refuse d'envoyer les fameux Taurus en Ukraine alors que la France envoie des scalps. Donc là, il y a vraiment 2 mondes entre l'Allemagne et la France sur la stratégie en Ukraine. Pas seulement sur la stratégie en Ukraine, mais déjà sur l'ensemble de la vision de l'Est. Pour des raisons géographiques, nous ne sommes pas tout à fait dans la même position sur la carte de l'Europe que l'Allemagne. Pour des raisons historiques que chacun peut comprendre, l'Ukraine en Allemagne, ça évoque tout un tas de mauvais souvenirs. Il faut essayer de comprendre que les Allemands ne sont pas tout à fait dans la même situation que nous vis-à-vis de ce problème, qu'ils ont à la fois envie d'exprimer une solidarité à l'égard de l'Ukraine, mais qu'ils ont une nécessité, un impératif de prudence. Et en plus, il y a dans le caractère allemand quelque chose qui, pour nous, peut nous surprendre, c'est toujours le souci de regarder les choses à long terme. Le goût qu'ont les Allemands de prévoir, de s'organiser. Mais c'est contradictoire, ça, avec une aide plus forte militaire à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas insulter l'avenir, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas précipiter les ruptures. Donc ça, c'est la prudence. Oui, mais ce n'est pas de la prudence, c'est le regard vers l'avenir, alors que nous sommes beaucoup plus dans l'immédiat. Claude France-Arnoult. Et il y a aussi sur cette question d'aide militaire à l'Ukraine, du côté allemand, la perception du fait qu'en fait, ils aident beaucoup. Ils sont même parmi ceux qui aident le plus. Et que quand on leur dit que parce qu'ils ne peuvent... oui, puis alors l'Institut Kiel le confirme. Donc, Institut allemand qui avait montré que l'Allemagne était bien au-dessus de la France en termes d'aide à l'Ukraine. Ils aident. Après, ils butent, et la coalition bute sur cette question des missiles Taurus.
Premier élément, du fait de leur portée, c'est toujours la question de la portée sur la Russie. Et je ne vois pas à quel titre M. Borrell a là-dessus d'ailleurs une compétence. Il n'y a pas que sur ce sujet, il y en a sur beaucoup d'autres sur lesquels il s'exprime à tort et à travers. Mais l'autre point, c'est quand le président parle de troupes au sol, il y a la question de ce qu'on peut éventuellement envisager comme formation à partir d'un équipement et ce que l'on dit publiquement. Donc là aussi, et ça rejoint totalement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que, a priori, l'Allemand se tait avant que la décision ne soit prise. Et puis, il y a aussi l'importance de savoir ce que va dire Washington. Je crois que pour les Allemands, c'est très important, et notamment pour des armes à longue portée qui pourraient frapper la Russie. Ils ne parleront pas sans concertation avec Washington. Le président de la République, lui, quand il a parlé sans s'être rassuré que Washington ou Berlin disaient la même chose. Pourtant, on a l'impression que le secrétaire général de l'OTAN, lui, souhaiterait que finalement il y ait une livraison d'armes à longue portée à l'Ukraine. Donc peut-être que ça vient quand même du côté... Je parlais des troupes sur le terrain. Des troupes sur le terrain, oui, donc pas sur les armes à longue portée. Geneviève Fourons. Oui, moi je voudrais rajouter quelques éléments. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les pays européens, depuis la fin de la guerre froide, ont désarmé. Donc, par exemple, en France, c'est vrai que la France, en fait, ne réalise pas concrètement un gros effort de livraison d'armes et de munitions vis-à-vis de l'Ukraine, mais parce que nous n'avons plus les capacités de production. Donc, il faut rouvrir des usines qui avaient été fermées parfois depuis des années, voire des décennies. Il faut se rééquiper. Et côté allemand, il y a depuis maintenant, je crois, 2 ans, un effort budgétaire très important qui est fait pour reconstruire une armée. Mais une armée, ça ne se reconstruit pas en 2 ans. Ça se reconstruit peut-être en 10 ans. Donc on est confronté à cette espèce d'idée qu'on n'avait plus de perspective de guerre et que l'on pouvait désarmer. Et soudain, on se réveille et on se rend compte que ce n'est pas ça. Vous êtes d'accord, Shahin Vallée ? Vous qui êtes justement à Berlin, parce qu'on parlait de cet institut Kiel qui justement montrait que la France était loin derrière l'Allemagne en matière d'aide en Ukraine, et pourtant on n'arrive pas à trouver un langage commun entre la France et l'Allemagne sur cette aide en Ukraine. Oui, de chaque côté, l'un et l'autre a l'impression de faire plus. Les Allemands montrent les montants colossaux d'aide budgétaire, mais aussi de matériel militaire livré. Et la France, elle, pointe sur le fait qu'elle a envoyé du matériel critique, notamment des missiles Scalp, ou envoyé les premiers blindés quand il s'agissait de cela. Donc chacun montre son avantage. Je pense que ce qui est très important, en effet, c'est de rappeler que pour l'Allemagne, et ça a été dit plus tôt, il est important de s'assurer de l'approbation ou du soutien américain avant toute décision. On se rappelle de toute la saga autour de la livraison de chars Léopard. Le chancelier Scholz n'a bougé que quand il s'est assuré que les Américains accompagneraient ce mouvement en livrant eux-mêmes des chars Abrams. Et donc là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la même situation pour ce qui est des missiles Taurus. Le chancelier allemand bougera éventuellement que et seulement si les Américains font un bouger de leur côté qui lui donne le sentiment que la livraison des missiles de longue portée allemands est accompagnée d'un engagement américain. Je rajoute au passage, qui est une donnée très importante pour l'Allemagne et qui rejoint les propos du président de la République sur les troupes au sol. En réalité, pour les Allemands, la livraison de ces missiles Taurus s'accompagnerait de formateurs-instructeurs qui seraient sur le terrain et donc de troupes au sol allemandes en Ukraine. Et donc c'est pour ça que la barre est particulièrement élevée pour l'Allemagne pour la livraison de ces missiles, parce qu'ils n'envisagent pas de les livrer sans formateur-instructeur. Et donc on voit bien que ça lie du coup 2 sujets très importants, la présence de troupes allemandes au sol en Ukraine et la livraison de missiles qui pourraient être perçus comme un mouvement d'escalade important. Et d'ailleurs, ce débat intéresse aussi la France. On va écouter Emmanuel Macron justement sur ces instructeurs potentiels en Ukraine, envoyés en Ukraine. On va l'écouter, le président français. Je crois qu'eux-mêmes ont corrigé ces phrases. Donc, je n'ai pas pour l'habitude de commenter des rumeurs ou des décisions qui pourraient arriver. Nous avons un cadre précis d'action. C'est soutenir l'Ukraine, faire tout ce qui est nécessaire et aussi longtemps que nécessaire. Je me suis déjà exprimé à plusieurs égards.
Et j'aurai l'occasion, lorsque le président Zelensky se rendra en France à l'occasion donc du D-Day la semaine prochaine, de le recevoir, et à ce moment-là de m'exprimer très précisément pour annoncer ce que nous allons faire. Donc nous, on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. Claude-France Arnoult, sur ce que vient de dire Emmanuel Macron. Donc ça veut dire qu'on autorise des instructeurs ou pas, et ça veut dire qu'on autorise donc Il n'a rien dit. Bah si, il a dit. Non, il a dit qu'il dirait plus tard. Enfin, pour moi, c'est très clair. Je l'ai pas entendu avant, mais c'est une réponse qui remet à plus tard la réponse. Sur donc l'envoi des les instructeurs français oui. en Ukraine. Enfin, moi, je n'ai rien entendu là qui soit une clarification de la situation. J'ai entendu qu'il ne voulait pas le dire maintenant, et ou dans ce cadre, ce qui serait tout à fait légitime, et qu'il le dirait la semaine prochaine lors de la visite de M. Zelensky. Et pourquoi pas de clarification, justement, monsieur l'ambassadeur, sur ce sujet? En regardant cette image, moi, ce qui me frappait, c'était surtout le silence de M. Scholz. Emmanuel Macron tempère l'enjeu d'une information qui a beaucoup circulé depuis 2 jours en disant que les Ukrainiens eux-mêmes ont démenti et que tout ça reste à clarifier. Et cette modération peut faire plaisir à M. Scholz, mais il n'en reste pas moins que le chancelier allemand montre assez nettement sur l'image la réserve qu'il a vis-à-vis des propositions françaises. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que le sujet aurait pu être mentionné par exemple à Dresde. À Dresde, en Saxe, il y a une température extrêmement pacifiste, beaucoup plus qu'à Berlin. Je crois qu'on est là justement à la limite de la séparation entre le geste d'amitié qui consiste à se rencontrer, à se voir, et l'étalement de divergence. Parce que là, vous parlez de l'opinion allemande, justement, sur... Oui, je pense que dans l'opinion allemande, il y a une grande division. Il y a une grande division. J'ai lu ce matin un sondage dans un journal allemand. Les Allemands souhaitent une armée européenne. Mais quant à savoir ensuite s'ils souhaitent qu'on s'engage dans des opérations militaires, c'est beaucoup moins net. Et je pense que ce que Emmanuel Macron a dit à l'instant, c'est exactement ça, c'est-à-dire expression d'idées, tout en tenant compte de l'opinion allemande et de ce qu'il sent de l'opinion allemande. Geneviève Pons, sur ce sujet de l'envoi des instructeurs. Vous êtes d'accord donc avec ce que vient de dire Claude-France Arnoult, il le remet à plus tard, ce n'est pas clarifié. Je crois que depuis le début, il faut avoir une très très grande prudence, c'est-à-dire ce que les États européens ont essayé de faire depuis le début, c'est aider l'Ukraine sans pour autant devenir belligérants eux-mêmes. C'est l'une des grandes difficultés. Alors c'est une difficulté particulièrement aiguë pour la France, parce que la France, étant un État qui dispose de l'arme nucléaire, doit se montrer extrêmement prudente dans cette distinction entre aider un belligérant et devenir belligérant soi-même. Ensuite, maintenant, pour les questions d'armée, pour caricaturer un tout petit peu, la France a une armée, mais pas d'argent, et l'Allemagne n'a pas encore rebâti son armée, mais a de l'argent. Voilà, mais ça prendra du temps. Ça pourrait être complémentaire. Chahine Vallée, pour clore cette question. Après une dimension opérationnelle à la discrétion du président de la République sur cette question, il est évident qu'il ne peut pas et qu'il ne doit pas révéler publiquement la présence ou non d'instructeurs formateurs en opération dans le cadre des frappes avec des missiles Scalp. Ce serait imprudent et dangereux de le faire. Donc je pense que c'était naturel qu'il botte un petit peu en touche. Et ce qui est en effet intéressant, c'est de voir que le débat se poursuit et qu'il reste un débat particulièrement tendu en Allemagne. Il faut se rappeler que ça revient au sommet qui avait été tenu à Paris le 26 février, où le président de la République avait tenu des propos très clairs sur la possibilité d'envoi de troupes au sol, qui avait été peu ou mal coordonné avec le reste des pays européens et avait mené à une levée de bouclier, notamment du chancelier. Et donc on est un peu encore en train de faire la gestion de ce moment de crise qui date du mois de février et qui n'a pas été tout à fait digéré.
Donc on voit tout de même les divergences. Et Vladimir Poutine, lui, a réagi sur l'usage d'armes occidentales en Russie. On va écouter le président russe. Les représentants des pays de l'OTAN, notamment en Europe et dans les petits pays, doivent savoir avec quoi ils jouent. Ils devraient s'en souvenir en tant que pays doté de petits territoires densément peuplés. C'est un facteur qu'ils devraient garder à l'esprit avant de parler d'une attaque sur le territoire russe. En général, cette escalade constante peut entraîner de graves conséquences. Claude Martin, les petits pays particulièrement peuplés doivent faire attention. Il pense à qui, là, Vladimir Poutine? La plupart des pays européens. Pour prendre, par exemple, les pays baltes. On penserait plutôt aux pays baltes, oui. Donc 2 millions d'habitants, 2,5 millions d'habitants, etc. Bon, c'est vrai, ce sont des petits pays. Il y a une population qui est à la fois dense, mais pas très nombreuse. Mais il y a énormément de pays en Europe qui peuvent être qualifiés aujourd'hui de petits. Depuis l'élargissement de 2004, il y a plus de petits pays que de grands. Les grands pays, c'est l'Allemagne et la France, l'Italie, la Pologne, peut-être la Hongrie. En tout cas, je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui doivent s'être sentis visés. Et je reviens juste une seconde sur l'image de Meseberg et de cette conférence de presse du chancelier et du président de la République. Ce qui frappe dans toute cette discussion, c'est que la France et l'Allemagne ne cherchent pas à vraiment former un noyau. Au début de notre discussion, vous avez parlé du moteur franco-allemand, de l'idée que la France et l'Allemagne ont ou pourraient avoir, ou ont eu, une responsabilité particulière. Et là, au fond, nous sommes dans le groupe des 27. Nous faisons l'un par rapport à l'autre un jeu de concurrence, où quelquefois nous ménageons le voisin, mais il n'y a pas ce que, dans le passé, on aurait pu faire dans des circonstances de ce genre, dans une crise de ce genre. Vous le regrettez ? Un effort, mais bien sûr. Oui. Je regrette que la France et l'Allemagne n'aient pas à un moment une position franco-allemande. Geneviève Pons, on parle beaucoup du triangle de Weimar. Ça aussi, ça revient donc d'inclure la Pologne, finalement. On n'aurait plus un D'abord tandem. La France et l'Allemagne. Pardon ? Oui, D'abord la France et l'Allemagne. D'abord la France et l'Allemagne, le triangle de Weimar, donc inclure la Pologne. La Pologne qui d'ailleurs a des positions sur ce sujet d'envoyer des missiles de haute portée. Il se trouve que j'étais à Varsovie il y a un peu plus d'un an pour une conférence sur la sécurité. Et vous voyez que le front est là, en fait. Hein. Vous rentrez dans un lieu de conférence c'était la sécurité, dans mon cas, sécurité climat, et vous voyez les uniformes, notamment américains, qui sont là. Vous êtes sur une ligne de front. Ils sont exposés directement, ils sont les voisins directs, et ils ont une perception de la menace russe qui est due aussi à leur propre histoire et à ce qu'ils ont subi, qui est beaucoup plus affûtée que la nôtre. Donc je pense que de toute façon, dans cette affaire de la guerre en Ukraine, la Pologne est inévitablement un acteur très important. Et elle, justement, Claude France-Arnoult, en matière d'action en Ukraine, la Pologne, elle, est favorable justement à l'envoi de missiles longue portée. Enfin, ça, ils sont quand même beaucoup plus sur cette ligne-là, les Polonais. Alors, elle est très favorable militairement, mais même la Pologne, quand vous prenez la Pologne, a toujours, comme l'Allemagne, vérifié la position de Washington. Ça a été très frappant au début, quand il a été question des avions de combat. Quelqu'un a parlé d'envoyer les avions de combat. Il se trouve en plus que les pays de l'ex-pacte de Varsovie avaient des équipements qui étaient utilisables directement par les Ukrainiens parce qu'ils savaient s'en servir. Et les Polonais ont été très très prudents et ils ont vérifié la position à Washington. Donc justement parce qu'ils sont très près de la ligne de front, puis parce qu'ils ont un passé de combat séculaire avec la Russie, je trouve quand même que dans les circonstances présentes, sur le plan militaire, ils sont prudents. Sur le plan plus diplomatique général, ils savent aussi, par exemple dans le domaine agricole, ce que leur coûtera l'adhésion. Donc c'est une position assez, finalement, politiquement très proche de l'Ukraine, mais quand on rentre dans le détail, finalement très prudente. Très prudente. Et quelle est la position réelle de Washington sur justement l'envoi de missiles à longue portée de la part des Européens à l'Ukraine ? Puisque vous dites qu'ils attendent la position de Washington, quelle est-elle ? Est-ce qu'elle est si claire ? Je crois qu'elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Je crois qu'elle n'est pas claire. Sinon, d'ailleurs, il n'y aurait pas le désaccord actuel. Il y a le même souci des États-Unis de n'être pas entraînés
dans une guerre, que ni eux, ni l'OTAN. Donc, du coup, la distinction subtile entre ce qui peut être considéré comme le déclenchement à l'initiative de l'Occident, parce qu'à chaque fois, Poutine dit que c'est nous qui avons l'initiative des actions belliqueuses. Je crois que Washington fait très attention sur ce point. Et il y a un flottement. Je crois qu'effectivement, même du côté de Washington, il y a un flottement sur ce qu'ils considèrent comme devant être appuyé par eux ou pas. On va écouter justement Emmanuel Macron sur ce rapprochement franco-allemand en matière de défense. Le président français souhaite ce rapprochement. On va l'écouter. Notre chance, c'est que notre partenaire américain, je le disais, est à nos côtés là. Mais est-ce que ça durera en fonction des aléas politiques, ou est-ce que ça durera à travers les décennies? Je n'en suis pas sûr. Mais la clé, c'est que nous devons penser en franco-allemand notre défense. Parce que cette défense, elle n'est plus l'un contre l'autre. Elle est ensemble pour faire face à nos risques communs. Shahin Vallée, nous devons penser ensemble, donc en franco-allemand, cette défense. Ce sont des mots ? Pas que des mots, il y a un certain nombre de projets qui tentent de mettre ça en mouvement. Malheureusement, ces projets progressent peu ou pas. On peut en citer 3. Le premier, c'est le projet d'un avion de combat franco-allemand, qui est un projet qui est développé notamment par Dassault depuis de nombreuses années et qui, on aurait pu le penser à la faveur de cette guerre, progresse rapidement. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Il y a un autre projet très important de char du futur franco-allemand qui, lui aussi, on aurait pu imaginer que dans la période et compte tenu de l'importance des équipements blindés en Europe progresse. On voit assez peu de progrès et on aurait pu imaginer que cette rencontre d'États soit l'occasion de progresser. Ce n'a pas été le cas. Et enfin, le grand projet en matière de défense à l'initiative de l'Allemagne de ces 2 dernières années a été la création d'un bouclier antimissile qui aujourd'hui réunit plus d'une vingtaine de pays européens sur la base d'une technologie israélienne et américaine. Et la France n'en fait pas partie. Donc malheureusement, pour le moment, les grands efforts franco-allemands en matière de défense sont relativement décevants. Et je ne vois pas aujourd'hui, à court terme, de chemin pour avancer rapidement, alors qu'une fois de plus, les circonstances extérieures s'y prêtent particulièrement. Claude Martin, là-dessus, sur la défense. Oui, c'est le dossier le plus difficile. Pour des tas de raisons, pour des raisons historiques. On a essayé de rapprocher nos armées. Et le sondage que je citais tout à l'heure montre que les Allemands sont favorables à une armée européenne, mais pas à une armée franco-allemande. C'est ça. On a essayé la brigade franco-allemande, une idée d'André Giraud, puis de Jacques Chirac, et ensuite mise en œuvre par François Mitterrand. Et puis on l'a noyée très vite parce qu'on s'est aperçu que ça marchait bien sur le terrain, dans un endroit particulier du Bade-Wurtemberg, mais que ça ne servait à rien. Ça s'est noyé dans le corps européen, qui lui-même s'est noyé dans l'OTAN, il faut bien le dire. Donc il y a une sorte de mur de verre qui fait que les 2 armées n'arrivent pas à fonctionner ensemble. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est un projet d'armée européenne français, un projet de défense européenne allemand, qui sont simplement concoctés chacun d'un côté et de l'autre du Rhin. Donc là, on est très très loin d'un projet de défense commun. Oui, je trouve qu'ils ne sont pas très concoctés, parce qu'en fait, ils sont un peu verbeux. Alors, il y a les projets d'armement qui ont été mentionnés. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on va y arriver ou pas ? Ça, c'est vraiment important. Alors, on ne sait pas ce qui a été... Vous parlez du char du futur ou le système de combat, l'avion de combat, le char du futur, qui sont vraiment des capacités clés où, normalement, on devrait y aller. Alors, qu'est-ce qui s'y oppose ? Ils viennent d'obtenir le feu vert, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, non, mais on obtient un feu vert. Années. Parce que l'ennui, c'est qu'il y a des tas d'étapes où il faut un feu vert. Et c'est d'ailleurs la difficulté avec l'Allemagne, c'est qu'il faut qu'au Bundestag, à chaque fois, on redonne le feu vert. Donc, il y a ce problème des différentes étapes. Donc, les feux verts, on en a tous les 6 mois, et puis après, ça rebloque, et puis ça redémarre, que ce soit sur le char ou sur l'avion. Moi, mon sentiment, mais évidemment, je suis influencée par ce que j'ai fait, c'est que s'ils acceptaient l'un et l'autre, la France et l'Allemagne, de mettre certains de ces projets dans un cadre européen. Parce que le président dit qu'on veut il parle d'une défense européenne. On parle de défense européenne. Maintenant, est-ce qu'on met des vrais projets dans un cadre européen et comment on les gère ? Et donc ça, je crois que ce serait ce qui serait utile. C'est-à-dire de ne pas dire simplement « il nous faut une dimension européenne »,
certains projets, on les met dans un cadre européen. Il y a les 2 ou 3 qui ont été cités. Il faut ajouter le spatial, il faut ajouter le cyber, il faut ajouter les usages militaires de l'intelligence artificielle. Et on le met dans un cadre européen. Ni l'un ni l'autre ne le disent. L'allemand, quand vous allez en Allemagne, on ne vous parle que d'OTAN ou de national dans le domaine de la défense et de l'armement en particulier. Et quand vous êtes en France, on parle de défense européenne, mais sans préciser les modalités. Vous ne trouverez aucune précision là sur les modalités. Geneviève Pons, donc on est très loin de ce projet de défense européenne quand même martelé par le président français. Alors, l'argument le plus fort que le président français a exprimé à demi-mot, c'est le risque d'un retour de Donald Trump. Parce que s'il revient, là, c'est évidemment America First. Et à ce moment-là, les intérêts européens, ça lui est parfaitement égal. Donc il y a un risque considérable pour l'Europe de se retrouver seule. Donc il y a une urgence. Mais tout le monde parle d'urgence et au final, quand on vous écoute, ça n'avance pas. C'est justement aussi ce que disait Chahine Vallée. Les projets ne vont pas du tout au rythme qu'impose la situation. Et c'est ça qui est le plus préoccupant. Alors après, si on vient au niveau européen, il va se poser des questions de budget. Et là, on retrouve des controverses franco-allemandes bien connues. Les Français sont plutôt du côté des cigales et les Allemands du côté des fourmis. Et bon, alors il y a aussi un élément dont on n'a pas parlé, c'est se mettre d'accord sur des choses précises avant le résultat des élections européennes. Ce serait ignorer le mécanisme démocratique, la dynamique démocratique. Il faut attendre ce résultat des élections européennes pour bâtir ensemble le programme de la législature. On a vu ça très très bien en 2019, où les jeunes ont voté en masse pour avoir quelque chose qui était significatif contre le changement climatique, et ils ont obtenu quelques mois après le programme du Green Deal. Donc ça dépendra des résultats aux élections européennes. Je pense que pour rentrer dans des projets précis qu'il faudra chiffrer, qu'il faudra payer avec le budget européen, il faut attendre le résultat du vote démocratique. Qui pourrait ne pas être d'ailleurs en faveur de la liste. Je peux donner une précision par rapport à ce que j'ai dit. On n'a qu'une 30 secondes. Juste une seconde. Moi, ce que j'ai proposé, c'est pas de prendre la procédure législative européenne pour gérer ces projets. Il y a des moyens de gérer ces projets tout de suite en coopération dans un cadre européen qui ne nous fasse pas attendre le prochain Parlement et un règlement. Merci. De s'y mettre tout de suite. Merci beaucoup Claude-François Arnoux d'avoir été avec nous, Geneviève Pons, Claude Martin. Merci Chahine Vallée d'avoir été avec nous en direct de Berlin. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et aussi en podcast. Merci de nous avoir suivis. À demain.